BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Bon, alors cette vague scélérate qu'évoque Sébastien, Philippe, qu'est-ce qui peut la causer? Parce qu'il l'a brièvement rappelé, on a le FMI qui nous dit que la croissance, que la vitalité de l'économie mondiale ouvre une fenêtre d'opportunité. En clair, la croissance est là, bien là, et elle va rester. On a les minutes de la Fed qui vont nous arriver ce soir et qui nous éclaireront peut-être un peu plus sur la volonté de la Banque centrale américaine. On a effectivement la Catalogne qui, en tout cas, n'a pas précipité l'Espagne dans le grand soir qu'on pouvait redouter. Tout ne va pas si mal. Ça justifie presque, comme le sous-entendait Sébastien, les niveaux et les records que l'on observe de ci de là, non ? Disons qu'à l'image de la promesse de réforme fiscale de Donald Trump, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas la croissance ou pas celle qu'on souhaitait, et on l'a payé pendant 5 ans, cette croissance, et la voilà. Bon. Mais on l'a payée pendant 5 ans alors qu'elle n'existait pas. Le principal déterminant de la hausse des actions et des dividendes en 2016, je le rappelle, c'est 760 milliards de rachats de titres, ce qu'on appelle les share buybacks. C'est l'équivalent, allez, à 10% près, du QE de la BCE. Là, c'est les entreprises américaines qui se le sont faites eux-mêmes, leur propre QE. Et qui continuent, on l'a vu avec Walmart hier. 20 milliards. Pas de la petite monnaie. Donc, on a ça, on a encore des artifices qui sont faits des déterminants techniques très très importants. Je souscris tout à fait à l'image de la vague scélérate, mais je rappelle que souvent elle provient d'une petite friction entre les plaques tectoniques et c'est ce qui envoie une onde. Moi j'ai une autre image pour qualifier le calme qu'on a aujourd'hui, enfin c'est une comparaison. Avant le grand séisme de 2011 au Japon, on a eu une période de grand calme au niveau des séismes. C'est-à-dire que les plaques tectoniques, elles coulissent. Alors, pas très bien. Donc, il y a de la friction, donc ça secoue. Et le marché, vous voyez, il est animé de petites vagues. Et puis, avant le grand tremblement de terre de Fukushima, là, d'un seul coup, ça bouge plus. Plus de petits tremblements de terre. Là, d'un seul coup, ça bloque. Et d'un seul coup, tout se libère. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce à quoi on risque d'assister. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la friction, c'est-à-dire des hauts, des bas, des bonnes, des mauvaises nouvelles, le marché, il évolue. Ouais. Mais là, on l'a tellement anesthésié, on l'a mis sous une camisole algorithmique tellement serrée qu'à un moment, je pense que les lanières risquent de craquer. Et voilà effectivement une autre façon de décrire une vague scélérate qui prendra tout le monde de court et qui coûtera très très cher, je le répète, puisque ceux qui vendent de la volate se pensent certainement très puissants et très bien couverts, mais si les situations deviennent extrêmes, ou au-delà des modèles, on est toujours dans ces fameux modèles, si on sort des modèles, et ben là, il va falloir en inventer d'autres. Mais tous nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. On a cette réaction, par exemple, de l'un d'entre eux. C'est Richard qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. N'hésitez pas à réagir. Et Richard nous dit, vos invités, ils sont pessimistes. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ce qui va permettre au marché de continuer de monter peut-être jusqu'à l'infini, c'est les taux qui restent historiquement bas. Et même si la Fed compte les relever un peu... Taux nul égale taux de progression infinie. Ben voilà. Non, mais... Et donc, la volatilité, c'est vrai qu'elle n'a pas de raison de s'emballer non plus, messieurs. Non, je crois que... Il a raison, cet auditeur, de faire une photo. Et loin de moi l'idée de dire je suis un pessimiste. J'ai été tout le contraire pendant des mois. Sauf que il y a des moments où il faut savoir prendre ses bénéfices et les prendre à un moment où il y a plus de raisons de les prendre que d'autres. Aujourd'hui, notamment sur les États-Unis. Et aussi, on va le voir sur la Chine, parce que sur la Chine, tout a été fait pour que la photo soit très belle à la fin du comité du parti, là, des élections. Je ne sais plus comment on les appelle précisément. Plénum, la semaine prochaine. Merci. Et aux États-Unis, il va falloir quand même justifier ces PER avec des bases de comparaison et des effets de change qui vont être compliqués dans les comptes. On peut racheter toutes les actions qu'on veut. La réalité, c'est qu'il y a une valorisation de prix. Donc attention, c'est la réponse peut-être que je pourrais faire amicalement à cet auditeur. Attention de ne pas tomber dans un phénomène auto-entretenu. C'est-à-dire que ça monte, tout va bien, les taux sont bas, etc. Sauf que les taux sont bas, oui, mais aujourd'hui. Mais on le sait tous qu'aux États-Unis,
Ils sont en train de remonter et ils vont remonter. Les minutes de la Fed nous le diront ce soir. Elles vont rien nous apprendre, ces minutes. Il ne faut pas les regarder plus que ça, puisque de toute façon, on sait que la Fed va avoir une composition qui va beaucoup changer en 2018. Donc, il ne faut pas trop essayer de chercher des choses sur qu'est-ce que fera la Fed en 2018. On ne sait même pas trop comment elle sera composée. Mais il n'empêche que une chose qui est certaine, c'est que les taux vont remonter aux États-Unis. Donc attention, quant à l'Europe, ils ne vont pas remonter avant 2019, mais on sait très bien qu'il va y avoir un peu une fermeture du robinet. Or, qu'est-ce qui a fait baisser la volatilité? Qu'est-ce qui a fait monter ces marchés? C'est quand même ce flux, ce montant, ce volume de liquidité. Et ça, on sait que ça va bouger. Donc attention de ne pas vouloir reproduire une photo qui, à horizon de quelques mois, et la bourse, on est là pour anticiper ces choses-là, qui va elle-même, et elle le fait à travers l'euro, la parité euro-dollar. Si on restait sur les mêmes images, on aurait un euro-dollar qui serait, comme il y a quelques mois, sur la parité. S'il a bougé, c'est qu'on voit les choses autrement. Donc attention de ne pas se laisser endormir. Je pense que cette intervention de cet auditeur est intéressante parce qu'elle montre qu'on est en train de prolonger le truc et en train de s'endormir. Bon. C'est pas ma vision des choses. Si effectivement il est temps de prendre ces bénéfices, parce qu'il y a plus de raisons de les prendre maintenant qu'il y a quelque temps, et que peut-être dans quelque temps. On le fait comment? On tranche dans le vif, on se dit, on remet le portefeuille au niveau du 31 décembre dernier parce qu'on prend les bénéfices juste, ou selon vous, il y a quelques thématiques, quelques biais qu'il convient d'adopter? Première chose, on n'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut. Lorsque je vous dis que attention, il y a quelque chose qui cloche et qui devait clocher de toute façon, et c'est maintenant. Quand je dis c'est maintenant, c'est pas forcément dans 24 heures et ça peut être le mois prochain. Je dis qu'il y a une zone. Alors soit on peut vouloir tenter de vendre le plus haut et d'aller chercher la dernière cerise en haut de l'arbre. C'est pas ma philosophie et c'est pas la philosophie de la maison dans laquelle je travaille. C'est plutôt de se dire il y a un moment, le risque-rendement n'est pas bon. Et là on est sur le risque-rendement n'est pas bon. Alors comment on fait? Eh bien, il ne s'agit pas de tout vendre et de se dire zut, dans quelques jours, ça sera 4-5% plus haut. Les marchés européens, sur les publications, ont cette capacité encore d'aller 4-5% plus haut. Simplement, moi je dis aujourd'hui, ne chassez pas, n'allez pas à la suite au record de Wall Street, n'achetez plus. N'achetez plus ça et au contraire, commencez à vendre. Moi qui travaille un peu plus sur les petites valeurs que sur les grandes, je me suis aperçu depuis un mois d'une chose qui est assez... qui est pour moi un indicateur, mais c'est de l'expérience, j'allais dire. C'est que, pour la première fois, j'observe que sur quelques publications de small cap, de petites valeurs, ça décroche et ça décroche sévère. C'est-à-dire 10, 15, 20, 30% sur 15 jours, 3 semaines. On s'en rend pas compte, on regarde le jour J, mais avant, la J+1, J+2, ça remontait. Quand vous regardez à J+15, J+30, sur certaines valeurs qui étaient un peu, dans notre jargon, on dit des darlings, c'est-à-dire des valeurs préférées, chéries, on est à moins 15, moins 20. C'est pas un bon signe. Et donc je dis, prenez vos bénéfices, prenez-les progressivement à votre rythme, mais chacun à son rythme. Mais attention, changeons un tout petit peu de braquet, faisons des liquidités. C'est pas grave, l'année a été bonne quand même. On peut se permettre d'être un peu plus patrimonial dans son approche. Prudent. C'est un mélange de prudence et de cynisme. Donc de la prudence, c'est le discours que je tiens en permanence. Le cynisme, c'est celui que je serais tenté de pratiquer si j'étais contraint par un mandat à avoir en permanence 70 ou 75% investi dans mon fonds. Voilà. Quand on dit que les gérants vont redevenir plus liquides, de toute façon, là, on est quand même contraint par des limites où on ne peut pas véritablement se sortir de toute exposition. Alors, effectivement, on la couvre. Si vraiment je suis convaincu que je suis à risque, je fais effectivement ce qu'on décrivait tout à l'heure, je vais acheter des puts, je vais me couvrir. Le problème, c'est que je le répète, cette couverture aujourd'hui, j'ai peur que comme en 2007-2008, ceux qui vous la vendent ne soient pas en mesure de vous fournir la prestation de couverture. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2000, on avait encore ces grands arbitrages entre les actions, les obligations, et au sein des obligations, entre les taux courts, les taux longs, les taux variables. Aujourd'hui, il n'y a aucun type d'arbitrage possible, puisque tout est d'abord au maximum historique, et qu'en plus de ça, on n'a plus l'arbitrage entre taux variables et taux fixes. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé, à mon avis, au bout de la logique du système.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face. Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien et Sébastien Corchia pour Mescart AM. Merci et bon retour chez vous.